Hi guys, c'est parti pour les 2 premiers épisodes de la saison 5 de Vikings. Donc j'étais contente de revoir ma petite série que j'adore, qui fait partie de mes séries préférées, donc c'est pour ça que je fais des reviews dessus. Donc on se retrouve avec les funérailles de Sigurd qui a été buté par son propre frère. Évidemment, lors de ces funérailles, tout le monde est en train de regarder Ivar, tout le monde a les yeux rivés sur lui, forcément, c'est sûr que tout le monde lui en veut un petit peu. D'ailleurs, j'ai même l'impression qu'Halfdan a l'air de se méfier encore plus que les autres. Donc Ivar qui pleure, effectivement, on se rend compte quand même qu'il a des remords. Il ne l'a pas tué parce qu'il le haïssait, c'est vraiment sur un coup de colère, et il le dit à ses frères, parce qu'il faut quand même qu'il se justifie. Néanmoins, c'est quand même pas la première fois que Ivar tue quelqu'un de colère. Rappelez-vous, quand il était petit, il avait tué justement un gamin à peu près de la même façon. Donc on va dire, au bout d'un moment, les gars, arrêtez de lui mettre des haches pas loin de sa main, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, je sais pas, est-ce que vous avez compris la leçon un petit peu? Non, non, je sais pas. Donc effectivement, Sigurd qui l'avait taunté avec une remarque sur ses performances sexuelles, donc ça c'est le truc qu'il faut pas dire justement à une personne qui est infirme, pour le coup, c'est sûr que là... Ça lui a pas plu, il a été blessé dans son ego. Ivar qui en plus a énormément d'ego, un petit peu comme Ragnar. Moi ce qui m'a le plus étonné, c'est le fait qu'au final, j'ai l'impression qu'on passe vite à autre chose en fait. Sigurd, c'était un petit peu triste et tout, puis au final on s'en fout assez vite. Ce qui est quand même assez étonnant. Alors je peux comprendre peut-être que, par rapport au fait que les Vikings se disent qu'après il y a le Valhalla, et qu'une fois qu'ils vont tous aller au Valhalla, de toute façon ils vont tous se retrouver et festoyer ensemble. Donc quelque part ça rend un petit peu moins triste la mort d'une personne. Enfin, en attendant qu'ils aillent quand même au Valhalla, il va se passer quand même quelques années, ils vont devoir vivre sur leur frère pendant quelques années. Donc surtout que les 4, ils sont quand même très proches, j'ai l'impression que Ubbe et surtout Hvitserk ont l'impression qu'ils s'en foutent totalement, alors qu'il était quand même super proche de Sigurd. Je trouve que c'était même peut-être celui qui était le plus proche de lui. Et on a l'impression que, ok, il a fait ses excuses, il a des remords, salut, merci, au revoir. Voilà, on passe à autre chose les gars, merci. Ah ouais, je veux dire, en fait vous en foutez totalement, vous êtes triste sur le moment, vous faites genre que vous avez quelque chose à faire, et en fait vous en foutez. Sauf que quand même, alors Ubbe justement c'est le personnage quand même dans ces 2 premiers épisodes qui commence à totalement se détacher de ses frères, et d'ailleurs justement, là ça va être spoiler puisque ça concerne le trailer de cette saison 5, on voit quand même à un moment donné que dans la bataille on aura Lagertha avec Halfdan, Bjorn et Ubbe d'un côté, et que de l'autre côté on aura Ivar, Hvitserk, et je crois qu'on voit le roi Harald, mais je suis pas sûre, il me semble que si quand même. Donc quand même il va y avoir une séparation entre les 2 groupes, donc du coup se dire que de toute façon au bout d'un moment, Ubbe il va quand même se retrouver contre Ivar, il y a quelque chose qui va déclencher peut-être une guerre entre les 2 frères. En tout cas ce qu'on voit quand même c'est que Ivar prend quand même le leadership de la grande armée, même si ça devait pas être le cas. D'ailleurs Ubbe il le dit, il dit à Bjorn en gros, c'est toi l'aîné donc tu dois faire comprendre à Ivar que c'est pas lui de gérer l'armée. Bjorn il s'en fout parce que de toute façon lui il est déjà en Méditerranée, tranquillement au soleil et tout en train de piller, avec Halfdan d'ailleurs, on en reparlera un petit peu plus tard. Bjorn, vu qu'il s'en va, pour lui, c'est plus sa responsabilité, c'est plutôt à Ubbe qui, du coup, en son absence, est par conséquent l'aîné des frères, donc c'est à lui de gérer son truc, pour lui, c'est ton problème, débrouille-toi. Effectivement, Ubbe, comme le dit Ivar d'ailleurs le dit à Floki à un moment donné, il trouve quand même que ses frères sont faibles, et que Ivar, lui, ce qu'il va aller, c'est quand même au combat contre les Saxons, ça c'est son objectif, il veut être comme Ragnar, sauf que, autant Ivar a pris le côté de Ragnar un petit peu conquérant et tout ça, autant Ubbe, il a plutôt le côté, justement, il veut développer quelque chose, lui, ce qu'il veut, c'est quand même prendre les terres que, soi-disant, le roi Egbert a léguées aux Vikings. Donc lui, ce qu'il veut, c'est développer vraiment une communauté sur ces terres-là et faire quelque chose vraiment de différent. Donc vraiment, tous les deux ont pris un côté de Ragnar. Au milieu de la Hvitserk, un personnage que j'aime pas trop pour l'instant, j'espère qu'ils vont le développer et je pense que ça va être le cas. Pour l'instant, il s'en fout de tout en fait, lui il est entre les deux en fait, c'est un côté, à un moment donné il est avec Ubbe, après il est un petit peu avec Ivar, donc pour l'instant voilà, c'est pas un personnage qui a été développé, on sait pas trop ce qu'il pense. Ivar va avoir quand même un plan qui va être assez malin, puisque pour lui il faut attaquer au nord, il va falloir attaquer York justement sur les terres du roi Ael. Pour lui sa stratégie c'est clairement de remonter vers le nord, effectivement du coup ils vont laisser les terres à l'abandon, effectivement les Saxons risquent de remonter, mais en tout cas lui ce qu'il veut pas c'est se retrouver en plein milieu de l'Angleterre et de se faire attaquer par tous les côtés, ce qui est compréhensible, surtout que de toute façon, traité ou non, c'est pas sûr que de toute façon les Saxons respectent le traité qui avait été fait, même s'il avait été vraiment valide. Ivar qui veut donc s'installer dans une forteresse qui soit en plus non loin de la mer, comme ça les Vikings pourront aller dans leur pays et revenir dès qu'ils le veulent, avec évidemment des personnes qui sont toujours là pour le moment, une forteresse qui pour lui semble imprenable. Finalement on s'apercevra par la suite que c'est pas le cas. Le plan d'Ivar étant très malin, Ubbe ne peut que s'incliner devant son frère qui est beaucoup trop intelligent pour pouvoir le contredire. Donc effectivement ils vont faire leur petit stratagème, récupérer des petits gamins pour justement savoir quand est-ce qu'est la fête chrétienne pour pouvoir les attaquer. Et c'est là quand même que c'est encore plus glauque et c'est pour ça que j'aime beaucoup Vikings. C'est une série qui, au final, quand on y réfléchit, on est quand même
beaucoup de fois du côté des méchants. Je veux dire, on met vraiment, ça s'appelle Viking, donc on est forcément du côté des Vikings. Mais quand on regarde dans beaucoup d'épisodes, c'est quand même les méchants. Je veux dire, ils massacrent en plus des gens. Enfin, déjà, ils sont chez eux, les gens. Je veux dire, voilà, ils vivent en paix, entre guillemets, qui ont leur culte à eux, ils ont leur religion. Et bon, effectivement, maintenant, on est dans la tolérance et tout, mais c'est vrai qu'à une époque, forcément, on comprenait pas la religion de l'autre. Donc c'était très compliqué. Donc effectivement, on a les Vikings qui ont leur religion à eux, et à côté vont être attaqués pendant que les chrétiens sont en train justement de faire la messe pour l'ascension, d'aller justement aller les massacrer, en plus dans une église. C'est-à-dire que là, c'est d'un sadisme qui est juste incroyable. Donc là, très clairement, là, dans cet épisode, clairement, les Vikings sont les méchants. Alors c'est vrai qu'effectivement, il y a des moments où la situation s'inverse, mais globalement, quand c'est eux qui attaquent les Saxons, souvent c'est quand même vachement les méchants. Ce qu'on se rend compte quand même, c'est que Ubbe, il est quand même pas d'accord avec ça. Déjà, on voit que par rapport au fait que Ivar et les autres sacrifient des enfants et en plus ont l'air de se marrer, de faire ça, de sacrifier 2 pauvres gamins, Ubbe, il est quand même pas fan. Alors pourtant, les sacrifices humains, c'est quelque chose de très courant justement chez les Vikings. Donc déjà, on est en train de se dire, est-ce qu'il est pas déjà en train de renier un petit peu ses croyances? C'est assez étonnant, surtout que par exemple, autant Ragnar avait eu Athelstan pour lui faire comprendre que peut-être il y avait une autre façon de voir les choses, autant Ubbe, il arrive à voir ça lui-même en fait, c'est ça qui est assez intéressant. Et on va le voir justement quand il va y avoir le massacre dans York. Ce qui est intéressant, c'est quand même, on a l'impression qu'à chaque fois, on a un personnage, un des frères qui va à chaque fois mener une étape du plan. Donc on a Ivar par rapport aux enfants. Après, on va avoir Ubbe qui lui va s'introduire dans la ville et va ouvrir le portail. Un énorme portail, quoi, il va ouvrir le portail pour que les Vikings puissent entrer. Et ensuite, c'est Hvitserk qui va ouvrir la porte de l'église pour justement qu'ils puissent entrer à l'intérieur. Mais Ubbe, on se rend compte très vite quand même que dans le combat, il prend pas de plaisir à tuer en fait. Il tue parce qu'ils doivent prendre la ville, effectivement, ils n'ont pas trop le choix parce que de toute façon, ils se retrouvent face à des personnes armées. Donc forcément, il va se défendre et donc aussi attaquer justement. Mais il ne prend pas de plaisir à tuer parce que même on le voit dans l'église, face à des personnes qui ne sont pas armées, on le voit d'ailleurs avec la religieuse, quand elle est en train de lui dire, s'il te plaît tue-moi, il la tue de la façon dont elle l'a choisi en fait. Il pousse juste l'épée dans son thorax et voilà, de toute façon quand même, c'est une mort quand même assez délicate par rapport à comment tous les autres meurent dans l'église, que ce soit des mains de Hvitserk ou aussi des mains d'Ivar. Parce que Ivar lui carrément, il revient, carrément il rampe, hop, je bute les gens. Il voulait absolument apporter sa contribution au combat, et même s'il rampe, peu importe, même s'il est infirme ou quoi que ce soit, de toute façon, lui, il aime tuer et il le fait. On a l'impression d'ailleurs que Hvitserk, lui, il est totalement rassasié de ce massacre, il adore ça, lui, ça le fait rire, c'est vraiment, c'est pour ça que j'ai du mal avec ce personnage, vraiment. C'est comme quelqu'un qui a les yeux plus gros que le ventre, c'est qu'après qu'il n'a plus faim, là, il est rassasié tellement il a fait un carnage. C'est assez... Ça, c'est dingue. On a le passage aussi avec le prêtre, Ivar qui se fait un malin plaisir à faire souffrir le prêtre. Il fait fondre la croix pour verser l'or dans la bouche du prêtre. Enfin voilà, c'est vraiment d'un sadisme incroyable. Et Ivar se fait un malin plaisir surtout de tuer des chrétiens. Je pense que c'est même pas le fait de tuer tout simplement, mais c'est encore plus de tuer des chrétiens. Ça, c'est quelque chose d'incroyable pour lui. S'ensuit une scène où les 3 frères vont trinquer, Skoll comme on dit. Et là, autant Ivar et Hvitserk sont quand même très contents de ce qu'ils ont fait, autant Ubbe, il est quand même pas fier. Non seulement il est pas fier, mais en plus il fait remarquer à Ivar qu'il n'a pas oublié pour Sigurd, ce qui présage quand même des choses assez intéressantes, puisque je pense qu'en clairement 2 épisodes, on a montré qu'il allait y avoir une grande opposition entre Ubbe et Ivar. La question c'est pourquoi Ubbe ne s'impose pas pour l'instant face à Ivar. Je pense qu'il a peur de lui, il a quand même réussi à tuer son frère, donc je pense qu'il se méfie beaucoup. Qui plus est, Hvitserk, il est quand même entre les deux, donc voilà, c'est vrai que les questions entre frères, c'est assez compliqué. Quand on voit Ragnar avec Rollo, c'était quand même 2 frères qui s'aimaient beaucoup, et ils sont quand même retrouvés en opposition. Ivar, c'est quelqu'un de très intelligent, mais qui se fait passer pour une victime pour pas qu'on le voit venir. Sauf que Ubbe est pas très bête. D'ailleurs, lorsqu'il voit qu'il a un garde du corps, il commence à se poser des questions. Et justement, ça intervient juste après le fait que Ubbe a dit qu'il n'avait quand même pas oublié Sigurd. Ivar qui va justifier l'utilisation d'un garde du corps par le fait que, oui, c'est un infirme et qu'il a besoin de le protéger puisqu'il ne peut pas se protéger lui-même. Par contre, tuer son frère, c'est pas un problème. En tout cas, qui est en train de se faire tatouer je ne sais pas quoi. On a l'impression que ce sont des serpents, ce serait assez bizarre parce que normalement c'est Sigurd avec des serpents. Et bon, peut-être des serpents par rapport à Ragnar. Enfin, j'ai l'impression de voir des serpents. Peut-être que je me trompe, c'est peut-être pas le cas du tout. Ivar qui fait comprendre à ses frères qu'il doit faire beaucoup plus qu'eux, ne serait-ce que pour être leur égal, puisque de toute façon, il est infirme et donc ne serait jamais justement jugé au même niveau. Au final, il a quand même trouvé une parade à la fin du 2e épisode où on voit qu'il a demandé à un forgeron de lui fabriquer des espèces d'attelles en fer, je sais pas comment expliquer, des espèces d'énormes bracelets, en fait, qui remplacent entre guillemets ses os qu'il n'a pas et qui le permettent quand même de se maintenir debout. Et donc finalement, est-ce qu'on est en train de se dire, il va finir par arriver au même niveau que ses frères et plus son intelligence, il va même les surpasser. Donc je pense que là, clairement, Ubbe a du souci à se faire.
On va parler d'un autre frère, puisqu'on va parler de Björn, qui lui, de toute façon, va maintenir son plan d'aller en Méditerranée, mais il ne va pas y aller seul. Enfin, de toute façon, forcément, il allait avec une petite armée. Mais en tout cas, il va avoir un allié assez insolite, c'est-à-dire Halfdan, le frère du roi Harald. Alors, la question, c'est quand même, on est en train de se dire, pourquoi les frères se divisent en deux, enfin, se séparent géographiquement, du moins. Depuis qu'on connaît les deux personnages, je me suis toujours demandé, en fait, pourquoi Halfdan était toujours aussi fidèle de son frère et le suivait peu importe ce qu'il allait faire, parce que très clairement, celui des deux qui allait être roi, c'était quand même Harald et non Halfdan. Donc je me demandais toujours pourquoi justement il allait toujours au fond de ça. Au final, il s'avère que Halfdan a quand même d'autres ambitions que d'être le frère du roi, ce que je trouve très très louable. Et c'est assez étonnant parce que du coup, Halfdan, je pensais que c'était un personnage qui était beaucoup plus cruel et beaucoup plus fourbe qu'Harald. Au final, on se serait trompé et j'aime beaucoup cette idée parce que, comme je disais encore une fois dans le trailer, spoiler, on voit que Halfdan est aux côtés de Lagertha alors que Harald il est plutôt du côté d'Ivar. Donc les frères, encore une fois, vont se retrouver en opposition, tout comme étaient Ragnar et Rollo. Donc là, on a beaucoup d'opposition. On va voir Ivar et Ubbe, on a eu Ragnar et Rollo, et là, on a quand même Harald et Halfdan. Harald qui semble quand même en vouloir énormément à Björn de lui piquer son frère. Très clairement, pour lui, son frère, c'est son objet, c'est à lui, il n'y a personne d'autre qui peut lui prendre, sauf si c'est lui-même qui décide de s'en aller, et donc de laisser son frère suivre la route qu'il a choisie et ses ambitions. On pourrait donc se dire que c'est une raison supplémentaire d'en vouloir à Lagertha, puisque Björn est son fils, Björn qui pour lui a enlevé son frère. Harald va donc se rendre à Kattegat pour aller voir Lagertha et soi-disant raconter ce qui s'est passé pendant la guerre. Lagertha qui forcément va être assez étonnée, et en plus du fait qu'elle le confronte à ce qu'il a fait, à sa trahison, le mec il nie pas, enfin je veux dire, il pourrait se faire couper la tête tout de suite, c'est super risqué son plan. Bon, effectivement il a prévu pas mal de choses, mais très clairement Astrid elle aurait pu le buter sur place sans aucun problème. Mais bon, je pense quand même qu'il connaissait Lagertha et que Lagertha n'aurait pas fait les choses comme ça, quand même un petit peu plus intelligente que ça. Au final, peut-être pas tellement, puisque Harald va réussir à s'enfuir, et avant, il y a quand même une scène assez glauque. C'est quand même la scène où Lagertha est en train de violer Harald. Je veux dire, j'étais pas prête, vraiment, j'étais pas prête du tout, et c'était waouh. C'était d'un glauque, et je me suis dit surtout pourquoi en fait. Mais très clairement, en plus, Harald a un gros problème de virilité, c'est-à-dire qu'il ne plaît pas aux femmes, donc elle a joué quand même avec ça, ce qui peut lui donner encore plus envie de la détester, de la haïr, ça c'est clair et net. Elle a quand même joué là-dessus. Surtout qu'il a quand même eu l'audace de dire que s'il avait trahi à Lagertha, c'était par rapport à justement une femme dont il a tué le mari parce qu'il était piqué dans son ego. C'est quelqu'un qui a énormément d'ego et qui a justement un problème avec les femmes, très clairement. C'est d'ailleurs pour ça après qu'il enlève Astrid, c'est-à-dire qu'il en est même au point où il n'y arrive tellement pas avec les femmes qu'il oblige d'enlever une femme pour l'obliger à se marier avec lui. C'est assez spécial. En tout cas, Astrid, je la vois pas trahir Lagertha. Alors effectivement, elles sont disputées parce que Astrid est quand même amoureuse de Lagertha, c'est-à-dire que même si elle a une histoire avec Björn, même si peut-être elle a des histoires avec d'autres personnes, en tout cas, elle aime Lagertha, ça c'est clair, et donc n'est pas d'accord pour qu'elle se marie avec lui. Mais même malgré cette dispute, je vois pas Astrid vraiment la trahir, surtout que comme elle a dit, ça a été sa bienfaitrice, ça a été entre guillemets sa nounou, enfin je veux dire, voilà, elle l'a pris sous son aile, elle a grandi grâce à elle, et justement elle a appris à combattre et tout, à devenir une femme forte, donc justement aller en travers de ses principes et la trahir, je ne comprendrais pas. Maintenant, Harald a quand même choisi Astrid, c'est-à-dire qu'il a dû l'observer, il a peut-être eu des discussions avec des personnes qui la connaissaient bien, et il a ressenti en Astrid quelqu'un qui pouvait être ambitieux. J'ai jamais vraiment eu cette impression que Astrid voulait peut-être prendre le pouvoir ou être quelqu'un de très très important, je pense juste qu'elle avait envie de contribuer à chaque chose que faisait Lagertha, mais de là à être vraiment la reine de Norvège ou autre, je la voyais vraiment pas comme ça. Mais apparemment, Harald a senti ça en elle. D'ailleurs, il lui dit que c'est peut-être son destin d'être avec lui, donc j'ai l'impression qu'il a quand même beaucoup de choses dans la tête. Et ce que j'aime bien, c'est que la série n'en dit pas trop, donc on peut vraiment spéculer à mort sans vraiment être sûr de ce qu'il va faire. En tout cas, Lagertha en est convaincue. De toute façon, Harald reviendra avec ses bateaux. Peut-être reviendra-t-il marié à Astrid, même malgré son manque de consentement. Et ce qui est assez étonnant, c'est quand même que Lagertha n'a pas confiance en elle à 100%, c'est-à-dire qu'elle s'imagine très bien que Astrid puisse la trahir, puisque finalement Ragnar, l'a trompée, etc. Enfin voilà, même Kalf a voulu tuer son fils, donc effectivement les trahisons, elle est quand même abonnée et se méfie. Elle peut jamais être sûre à 100% d'une personne. Et il arrive un personnage que je n'aime pas du tout, Margaret qui est toujours avec les yeux un petit peu, je sais pas, méchante. On sent qu'elle est mauvaise en fait. Déjà depuis la saison précédente, je l'aimais pas du tout. Parce que déjà, même si elle était esclave, elle faisait croire à chacun qu'elle était amoureuse de lui et tout. Enfin,
Après, il y a eu ce truc avec Ivar, enfin, elle a essayé de le manipuler un petit peu, puis en même temps, elle a très... Enfin, trop bizarre. J'aime pas du tout ce personnage. Et puis, je sais pas, physiquement, elle faisait déjà méchante, je trouvais. Et là, au fait qu'elle essaie d'un petit peu de retourner le cerveau à Torvi en lui disant « Ouais, mais au final, Lagertha, elle a plus le pouvoir comme avant, n'importe qui peut la renverser, elle a quand même ses failles et tout. » Est-ce qu'elle va essayer de s'allier, justement, parce qu'elle essaye toujours d'être du côté du gagnant, donc justement, en sentant que Lagertha peut totalement être renversée, est-ce qu'elle irait pas justement du côté des personnes qui pourraient la renverser pour être sûre de survivre? Très clairement, je pense qu'elle a peur à chaque fois de mourir, je pense que c'est quelque chose qu'elle garde en elle, vu que c'était une ancienne esclave, et que justement, elle va faire tout pour survivre, et même s'il faut aller du côté des ennemis. En tout cas, Torvi écoute d'une oreille, elle a pas l'air d'être forcément d'accord avec elle la contredit pas forcément non plus, donc c'est assez étonnant. Mais de toute façon, je pense que si Margaret continue dans ce chemin-là, Torvi fera assez vite part de ses inquiétudes à Lagertha. Floki s'en va, mais juste avant de s'en aller, Ivar va quand même aller lui rendre visite. Il lui dit ne veut absolument pas qu'il parte, parce que clairement, Ivar, il considère un petit peu Floki comme son père. D'ailleurs, il le dit, et Floki va dire attends mec, t'arrêtes de dire n'importe quoi, ton père c'était quand même le grand Ragnar Lodbrok, donc qu'est-ce que tu me racontes là? C'est clair que bon, ça lui plaît pas parce qu'il a toujours aimé énormément Ragnar, donc forcément pour lui c'est un manque de respect et justement qu'il oublie la mémoire de son père. Je pense pas que Ivar ait oublié son père, c'est clairement pas ça, c'est juste qu'en fait il essayait de tenir par les tripes Floki pour pas qu'il s'en aille, il a mis de paquet vraiment, l'arme de crocodile et tout ça. Et je pense que Ivar aurait aimé que ce soit comme Ragnar justement, que Floki soit son allié jusqu'au bout, dans n'importe quelle bataille. Surtout qu'en plus Floki et Ivar ont quand même des objectifs assez communs, ne serait-ce que justement éradiquer les chrétiens, clairement, je pense que Ivar s'il pouvait tuer tous les chrétiens qui étaient sur Terre, il le ferait sans problème, et justement Floki c'est un peu la même chose, sauf que Floki a d'autres ambitions, c'est de voyager, de toute façon il n'a plus rien à perdre puisque Helga n'est plus là, sa fille est morte, Ragnar est mort, donc maintenant qui va le retenir en Angleterre ou même à Kattegat, plus grand monde en fait. Floki va donc soumettre son sort à la volonté des dieux, et pas n'importe quel dieu, surtout Odin. Donc Floki va s'en aller sous quasiment une ovation de la part des autres vikings, c'est assez touchant, hein. Gloire à Floki, lui, parce qu'il est content, mais clairement, il s'en fout, hein. C'est bon, il est parti dans sa tête déjà. Donc, Floki qui va naviguer sur les flots, hein, très clairement, il a pris son petit bateau, et puis tout seul, et puis voilà, en pleine tempête et tout, le mec, il a pas peur, quoi. Même moi, avec un énorme bateau de pêche, déjà quand je vois les vidéos et tout, de tempête, ça me dit rien, mais alors là, juste un bateau comme ça en bois, même si c'est Floki qui l'a fait, je me dis, je ne vais pas dans la mer comme ça, c'est clair. Donc Floki qui en plus est parti avec un corbeau. Donc effectivement il aurait pu partir avec tout un tas d'espèces d'oiseaux, mais il a quand même choisi le corbeau. Le corbeau pourquoi? Parce que ça représente Ujin ou Munin, l'un des corbeaux d'Odin. Floki qui compte sur Odin, quand il a l'impression que les dieux l'ont abandonné, il va implorer Heimdall d'aller plaider sa cause. Floki a pendant un moment l'impression que ça va en être fini de lui, et puis surtout mourir de faim dans un bateau, c'est vrai que c'est pas super épique, vaut mieux quand même mourir au combat que de mourir comme ça, surtout que personne ne retrouvera son corps et tout le monde, voilà. Il va ensuite lâcher son corbeau, le corbeau donc normalement s'il ne revient pas, ça veut dire tout simplement qu'il a trouvé une terre, et donc il y a une terre à proximité. En tout cas il se laisse guider par les vents, par les flots, et va donc atterrir sur une terre qui n'est pas n'importe laquelle. Floki qui sur cette terre va avoir beaucoup de signes qui seraient justement envoyés par les dieux. Floki qui pensait apercevoir Loki dans une chute d'eau, pense se trouver à Asgard, au milieu des dieux. À un moment donné on a le corbeau, on a l'impression que c'est limite s'il est pas en train de lui faire un clin d'œil. En tout cas Floki quand il le regarde, il en déduit que c'est Odin qui l'a amené sur cette terre. Donc sur cette terre il va faire le Bear Grylls. Je suis sur une minuscule île déserte au large de Sumatra pour vous montrer comment survivre. Ma mission à présent consiste à explorer l'intérieur de l'île afin de trouver les ressources nécessaires à ma survie. J'ai l'impression que tout ressemble au corail sur cette île. Regardez, il n'y a que des cailloux comme ceci. Il va se blesser, il est en état de fatigue parce que bon déjà on voit la première chose qu'il fait c'est quand même essayer de trouver de l'eau potable, hein. C'est sûr que c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Il a pas mangé, enfin ça fait des jours quand même qu'il naviguait, qu'il se laissait naviguer plutôt par le vent et les dieux. Donc cette terre qui est l'Islande, hein, ça je vais pas vous la prendre tout simplement parce qu'il y a le volcan Eyjafjallajökull. Enfin, on va dire que c'est ça, hein, parce que je ne saurais pas le prononcer correctement, donc vous cherchez sur Wikipédia, vous allez trouver. En tout cas, il découvre cette terre et donc il est ému vraiment de la beauté que ça, parce qu'un volcan, c'est quand même pas quelque chose qu'il a vu avant, donc il est impressionné par ce qu'il voit, par la beauté de cette nature, par la beauté justement de ce que peut être un volcan. Et il va remercier les Valkyries ainsi que le dieu Njord justement de lui offrir un spectacle pareil.
Njord qui pouvait calmer les tempêtes mais aussi donner leur chance aux pêcheurs, mais également qui donnait des terres. J'ai hâte de voir ce que va découvrir Floki et surtout quelle civilisation va-t-il rencontrer. On va aller du côté des Saxons et là on va retrouver Judith, Æthelwulf et Alfred et puis son frère qui a un nom Athel quelque chose je crois mais je me souviens plus. Æthelfred, oui je sais plus pourquoi, en plus c'est facile à retenir, c'était plutôt facile en fait de retenir, je vois pourquoi j'ai pas retenu. En tout cas bon, on en a que pour Alfred puisque Alfred a l'air mourant donc Judith va essayer de le sauver. En tout cas ce qui est sûr c'est que Judith est au bout de sa vie et donc va forcément les réflexions d'Æthelwulf ne vont pas aider puisqu'il est en train de lui faire comprendre que c'est à cause des péchés que Dieu les a punis et donc que si Dieu les a punis c'est en faisant venir les Vikings ce qui aura provoqué leur fuite, la mort du roi Egbert et aussi Alfred qui est quand même en très mauvais point puisqu'il vit quand même alors qu'ils vivent tous dans un endroit qui a pas l'air quand même très sain. Alfred qui au bord de l'agonie va avoir une vision, celle soi-disant d'Æthelstan, soi-disant parce que ça me semble assez bizarre justement le fait que ce soit Æthelstan qui lui ait dit que les Vikings étaient à York. Après c'est possible, moi je trouve ça assez bizarre, genre, justement on voit pas la tête du personnage du tout. Bon effectivement l'acteur serait pas forcément revenu juste pour une vision donc ça peut se comprendre. Maintenant le fait qu'il lui ait dit que les Vikings étaient au nord, je vois pas Æthelstan lui dire justement d'aller attaquer les Vikings, mais en même temps il dit oui ton peuple t'y attend. Alors est-ce que justement Æthelstan elle serait pas en train de dire que son peuple c'est plutôt les Vikings? Parce que c'est vrai qu'Æthelstan peut-être de religion il était chrétien, mais dans son cœur il était quand même viking, hein, dans la façon de vivre justement par rapport à tout ce qu'il a vécu, par rapport à son amitié avec Ragnar, il a quand même aimé la façon de vivre des Vikings, même si quand même il était chrétien. Donc je vois pas lui dire d'aller ailleurs que justement pour attaquer. Je pense que c'était plutôt dans l'optique de lui dire oui mais c'est ton peuple en fait, donc ton peuple t'attend là-bas. Je pense qu'il a plutôt envie justement qu'il vive cette vie-là plutôt qu'une vie de prince. En tout cas ça a donné lieu quand même à une superbe scène. Je trouve que c'était vraiment au niveau photographie, c'était vraiment très beau. La scène où on a Judith qui est en train de crier parce qu'Alfred vient de tomber dans l'eau, Æthelwulf qui court et qui le récupère, c'était vraiment la plus belle scène je trouve que entre ces deux épisodes, c'était vraiment très beau. Et donc ils vont se rendre à York ils vont rencontrer le nouveau personnage que je vais forcément adorer et c'est Emund qui est joué par Jonathan Rhys-Meyers. Je veux dire, quand j'ai su qu'il allait jouer dedans, je peux dire que juste ma joie était immense vraiment parce qu'il faut savoir donc Jonathan Rhys-Meyers, c'est pas pour n'importe quoi qu'il est dans Vikings, parce qu'il a déjà travaillé avec Michael Hirst. Michael Hirst qui est le créateur de Vikings. Ils ont déjà travaillé ensemble puisqu'ils ont travaillé sur Les Tudors. Les Tudors qui est pour moi une des meilleures séries du monde. Vraiment, je vous la conseille, mais on en reparlera très vite parce que c'est un énorme coup de cœur. C'est vraiment beaucoup de choses pour moi cette série. Donc évidemment, je suis heureuse de retrouver mon acteur préféré. Je vous l'avoue, voilà, c'est mon acteur préféré, Jonathan Rhys-Meyers. Néanmoins, je suis un petit peu froide par rapport au personnage d'Emund. Emund qui, quand il arrive dans le Wessex, donc voit effectivement les dégradations qui ont été causées par les Vikings. Les Vikings, ce sont des païens qui ont plus souillé le sol, donc il va falloir souiller le sol de ces païens de Vikings. Il a une haine immense envers les Vikings, surtout qu'en plus, le roi Egbert est donc devenu un martyr. Ah bah oui, là sur le coup, ça donne encore plus envie à Emund de les combattre. Le roi Egbert d'ailleurs qu'on retrouve dans un tonneau rempli d'eau. Je pense que l'image est pas si bête. Alors effectivement, il est mort dans l'eau, donc pourquoi pas le remettre dans un tonneau d'eau. Mais aussi, je pense que c'est quand même une référence par rapport au baptême, et je pense que du coup, en fait, Ivar je pense que c'est Ivar qui a très clairement demandé est-ce que ça se passe comme ça. Je pense que c'est justement une manière de se foutre de la tronche des chrétiens par rapport au procédé du baptême. On se souvient quand Rollo avait été baptisé, voilà, il lui mettait la tête sous l'eau. Bon, je pense que c'est clairement pour se foutre d'eux. Donc c'est encore plus un affront pour Emund. Et ce qui est intéressant, c'est que par la suite, Emund va faire une prière qui est très paradoxale parce que normalement une prière, c'est censé demander la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire soit on lui demande son pardon, soit on lui demande justement de nous aider à faire quelque chose de bien ou ce genre de choses, d'améliorer les choses. Mais en aucun cas, on demande à Dieu de l'aider à massacrer des personnes en fait. C'est ça qui est assez paradoxal et justement c'est là le personnage d'Emund est très intéressant et Michael Hirst il le disait d'ailleurs dans son interview, c'est le fait qu'Emund, même si c'est un homme de Dieu parce que c'est un évêque guerrier, c'est-à-dire qu'il y a quand même un côté, il y a vraiment clairement le côté dévot et il y a clairement le côté il veut massacrer tous ceux qui sont tous les impies, enfin pour lui ce que sont les païens, hein, ça c'est sans équivoque. Et en plus se prête au vice parce qu'on a vu quand même dans le dernier épisode de la saison 4, il est quand même en train de coucher avec une femme, donc c'est péché clairement. Après on le voit avec une autre femme, bon il est en train de lui faire la messe, une messe qui est un petit peu suggestive, et on se doute par la suite qu'il a dû se passer quelque chose avec cette femme-là, et donc il va encore se flageller pour se faire pardonner de Dieu. Donc quand même Emund qui a demandé à Dieu de l'aider à faire souffrir les Vikings, à massacrer
massacrer ses adorateurs de Satan carrément. Enfin, je veux dire, dans ses mots, il est très extrême. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'à un moment donné, il dit qu'il veut qu'ils retournent dans leur pays, mais après, il dit quand même qu'il veut les éradiquer et qu'il n'y en ait plus un seul sur la planète. Donc c'est assez fort, c'est encore plus extrême que tous les autres personnages qu'on a vus avant. Et en plus, lorsqu'il apprend comment est mort l'évêque à York, ah bah alors là, c'est encore pire. Là, je veux dire, là, on est dans le crescendo. Là, ils ont fait quelque chose, il fallait pas. Justement, je pense que en plus, ils ont quand même mis vachement l'accent sur la mort de l'évêque par rapport au fait qu'on les fait couler de l'or et après fait traîner à cheval. Et justement, Eamon va dire quand même « Nous saurons quoi faire lorsque l'heure viendra ». Alors ça, c'est une phrase, je pense que c'est très important et je pense que du coup, il va faire mourir un des Vikings d'une façon assez similaire. Alors du coup, vu qu'ils n'ont pas de croix en or et tout, ça va être difficile de faire la même chose, mais je pense qu'à mon avis, il va tuer un personnage qui risque d'être important et qui va pas mourir de façon assez sympathique. Je pense que clairement là, il va se faire un malin plaisir. Donc je pense que c'est quelque chose de très important à garder en tête pour la suite. En tout cas, Eamon, qui est donc très fidèle à Æthelwulf, c'est le roi, il n'y a pas de problème, de toute façon le roi Egbert est mort, donc forcément maintenant je vais suivre Æthelwulf. Ce qui est assez étonnant, c'est que Eamon, il perd pas de temps, hein. Lui c'est clairement, il a déjà un plan d'attaque, c'est-à-dire il sait qu'ils sont à York, il sait qu'il y a une forteresse, donc déjà il a allé chercher les faiblesses qu'il y a dans les forteresses, il a des éclaireurs qui lui apprennent tout ce qui se passe. Il a pas perdu de temps, néanmoins il fait comprendre à Æthelwulf quand même qu'il va falloir attendre et être sûr que tout soit bien parfait, que l'on sache vraiment tout ce qui se passe et toutes les failles et que justement entre temps il ne commette pas justement ces failles. Donc il veut être sûr de sa victoire, il veut pas laisser de place au doute, ça c'est clair et net. En tout cas Æthelwulf lui, on me demande si c'est le roi parce que lui il a plus rien à dire en fait, clairement il demande pas son avis, limite, enfin, il dit juste d'accord, mais même pas il met son grain de sable dans le plan ou quoi que ce soit, c'est quand même un guerrier. En tout cas, par contre, une chose qui m'a assez, encore une fois, étonnée, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui m'étonnent dans cet épisode, c'est le comportement d'Eamon avec Judith. Alors je me dis, est-ce que Judith va avoir une histoire avec Eamon? En même temps, on voit que Eamon a une espèce d'histoire avec Æthelgith. Je pense que si on nous montre Æthelgith, donc la fameuse femme à qui il fait la messe, je trouve que c'est pas anodin et ça va sûrement être sa maîtresse. Mais c'est vrai qu'il y a un comportement assez bizarre avec Judith. Enfin, quand il se présente, limite, il s'en fout, enfin, il change de sujet très vite et pas après quand même, il va lui dire vous êtes quand même très courageuse d'avoir suivi votre mari et tout ça, donc je sais pas, il y a un rapport aux femmes assez bizarre, je sais pas. En tout cas, c'est un personnage qui est très sérieux. Lui, il a un objectif. Ok, d'accord, oui, il a des histoires avec des femmes, mais ça l'empêche pas d'être dans son objectif. Enfin, voilà, il n'y a pas de place pour l'amusement ou autre. C'est voilà, le sexe et la vengeance, tuer les païens, quoi. Ça, c'est clair. C'est deux choses. Il n'y a rien à côté, en fait. Clairement, il n'y a rien à côté. Donc, leur plan est en train de se construire, donc sûrement sur plusieurs épisodes. Donc, je pense que c'est pas tout de suite qu'on verra l'attaque de York. Ça va se passer encore peut-être 2-3 épisodes. Que du coup, ça repoussera les Vikings ou non, je sais pas. En tout cas, si vous lisez les interviews de Michael Hirst, vous savez plus ou moins ce qui va se passer. Je regrette limite d'avoir lu parce que finalement je sais plutôt dans quelle direction ça va aller, je vais pas spoiler du coup. En tout cas, c'est sûr que ça va être très intéressant. Ce que j'ai beaucoup aimé avec ces deux épisodes, c'est que vraiment on pose des bases super intéressantes pour la suite, c'est-à-dire que là pour l'instant j'ai un peu de mal à savoir ce qui peut se passer. Il y a vraiment le trailer qui me fait comprendre que effectivement vers peut-être le milieu de saison ou la fin de saison on va arriver à tel moment et du coup j'essaie de comprendre comment on peut y arriver. Pour l'instant, je sais pas trop. Mais vraiment, là, pour le coup, ce qui ressort pour moi, c'est Ivar qui va devenir plus malin que jamais et du coup, par conséquent, ça va pas le faire avec Ube. Ube qui va prendre son indépendance. Bjorn, j'ai hâte de voir comment ça va se passer en Méditerranée. Je pense que ce sera un peu moins facile que la dernière fois, donc beaucoup d'obstacles. Harald, est-ce qu'il va réussir à convaincre Astrid? Je sais pas comment il va réussir à le faire d'ailleurs, je trouve ça assez étonnant, mais j'ai l'impression quand même qu'il va réussir à le faire, c'est ça qui est assez perturbant. Et Eamund, comment va-t-il réussir son plan? Va-t-il échouer ou non? Est-ce qu'il va se retrouver dans une position délicate ou justement de puissance? Et donc Ivar et les autres vont se retrouver en difficulté? Je ne sais pas. En tout cas, c'est très intéressant, vraiment, 2 épisodes. Même si le premier était un petit peu plus long, je trouve, sur certains moments et tout, mais bon, c'était quand même très bons épisodes. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces épisodes en commentaire. Effectivement, la vidéo était un peu longue, mais bon, il y a quand même 2 épisodes à traiter en une seule vidéo. N'hésitez pas à donner vos théories pour les prochains épisodes, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!